On l'a dit, hein, les blessures émotionnelles. Il y a des blessures qu'on cause inutilement nous-mêmes. Il y a des blessures qui sont causées par d'autres personnes, souvent volontairement comme involontairement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dites-nous, c'est quoi exactement une blessure émotionnelle? Une blessure émotionnelle, comme le nom l'indique, hein, c'est une blessure, donc une entaille qui est faite, mais la particularité de cette entaille ici, c'est qu'elle est faite non pas seulement au corps, parce qu'elle peut être faite au corps aussi, mais elle est surtout faite à l'être intérieur que nous avons. Donc c'est notre être intérieur qui est blessé ici. Donc c'est une entaille, et comme toutes les autres entailles, elle laisse couler le sang, elle laisse ressentir des douleurs, et ces douleurs-là ont des effets qui affectent négativement notre vie. C'est pour ça qu'il est important de pouvoir savoir le type de blessures dont on souffre et comment pouvoir les soigner. La blessure émotionnelle à partir du corps peut être... comment elle peut être manifestée? Quelques exemples? Par exemple, vous pouvez m'infliger une gifle. Mais si vous le faites, je vais ressentir la douleur, ça c'est physique. Mais si vous le faites par exemple en public, je vais ressentir en plus de la douleur physique, l'humiliation. Et donc c'est cette humiliation-là qui va être la deuxième douleur qui est émotionnelle. Et c'est pour ça que je dis que la blessure, elle peut être à la fois physique comme émotionnelle. Comment peut-on se rendre compte qu'on a été blessé émotionnellement dans la mesure où ce n'est pas une blessure visible? Très souvent, cela affecte notre vécu. La première chose que la blessure émotionnelle va toucher, c'est d'abord notre estime de nous-mêmes. On a une estime de nous-mêmes qui est généralement très basse. Ça va nous faire développer des complexes. Tout à l'heure, on pourra développer tout ça. Ça va nous faire développer des complexes, complexes d'infériorité, complexes de perfectionnisme. Ça va nous faire développer, par exemple, une hypersensibilité. Ça va nous faire développer, par exemple, une irritabilité sociale. Des gens qui sont amers avec tout le monde, des gens qui ont des paroles acerbes, des paroles venimeuses qui sortent comme ça. Et ils ne se rendent pas compte eux-mêmes du mal qu'ils se font et du mal qu'ils font autour d'eux et du retour du bâton. Parce que tout ça, ça fait qu'on est isolé, ça fait que les gens s'éloignent de nous et puis on va d'échec en échec sans nous en rendre compte. Finalement, c'est un peu comme une forme de dépression? Ça peut nous conduire à la dépression. Les blessures émotionnelles, quand elles ne sont pas prises en charge, elles peuvent nous conduire à la dépression. Mais la dépression, elle est totalement différente. Voilà, la blessure peut conduire à la dépression, comme elle peut ne pas conduire à la dépression. Mais elle peut nous faire développer beaucoup de pathologies psychosociales, surtout dans les relations sociales avec les autres. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que par ces blessures émotionnelles, on peut éloigner plusieurs personnes de nous. Déjà, si on veut faire une introspection personnelle, comment détecter si on a été blessé émotionnellement ou pas? Très souvent, la difficulté se trouve là, parce que la personne qui est blessée, elle ne se rend pas compte elle-même non seulement de sa blessure, mais des effets de la blessure, premièrement. Deuxièmement, elle est souvent dans le déni de la blessure, donc elle ne sait même pas qu'elle est blessée. Seulement, ça se sent dans son comportement de tous les jours. La personne peut être, comme je le disais tout à l'heure, amère. Elle peut développer beaucoup... Elle est amère sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte. Elle est très méchante avec les gens sans s'en rendre compte. C'est-à-dire pour elle, bon, c'est ce qui doit être dit qu'elle dit. Alors qu'en disant ça, elle blesse les autres. Mais elle ne se rend pas compte. Et quand vous lui faites par exemple le reproche, elle se dit, mais non, mais j'ai rien dit de mauvais. Ce que j'ai dit là, c'est normal, ta situation le mérite. Mais ce que vous avez dit, on pourrait le dire autrement. Sans blesser l'autre. Mais quand on n'arrive pas à avoir ce filtre qui nous permet d'avoir un contrôle sur la qualité des relations qu'on a avec les autres, là se trouve le problème. Et très souvent, quand on fouille, on détecte très vite la source. Ça peut être des blessures qu'on a eues dans notre enfance, ça peut être des blessures qu'on a eues dans notre parcours de vie. Je parlais de l'adolescence, de la préadolescence, de l'adolescence et même de la vie d'adulte. Ça peut être également des blessures qu'on a au plan professionnel, dans les relations avec tout le monde. Et les blessures les plus vives sont celles qu'on enregistre au quotidien dans les couples. Dans les couples? Oui, parce que dans les couples, c'est là qu'on a des relations de proximité très régulières. Et quand on a des relations de proximité avec quelqu'un, on peut blesser comme la personne peut nous blesser au quotidien. Et comme je le dis, on ne sait pas qu'on est blessé. On a l'art juste de constater qu'il y a un problème qui nous turlupine un peu, qui nous déstabilise un peu, mais on ne se rend pas compte qu'on a très mal à l'intérieur de nous-mêmes. Est-ce qu'il faut dans ce cas-là justement faire appel à un membre de la famille ou à une personne qui nous connaît bien pour nous aider à sortir de cette blessure émotionnelle? Ça peut se faire, mais sauf que ces personnes n'ont pas toujours forcément les outils pour nous aider à sortir des blessures. Parce que vous savez, une blessure émotionnelle, comme je le dis, c'est une entaille. Et quand on est blessé, c'est vrai, on peut se soigner à la maison, mais l'idéal, c'est vrai qu'on aille se faire soigner à l'hôpital. On n'a pas l'habitude. C'est vrai qu'on va parler tout à l'heure de comment se soigner de ces blessures-là, mais en Afrique, on n'a pas l'habitude d'aller voir des psychologues comme vous. C'est pour ça qu'il faut justement que cette habitude-là devienne une partie de nous-mêmes maintenant. Il faut qu'on sache que les blessures émotionnelles, notre vie émotionnelle, elle est aussi importante que notre vie physique. Donc le soin qu'on prend de notre vie physique, bon, on n'en a pas toujours les moyens.
c'est le même soin qu'on devrait prendre de notre vie émotionnelle. Parce que la vie émotionnelle, elle gouverne à la fois la vie physique, la vie émotionnelle elle-même, la vie spirituelle, la vie psychologique et la vie sociale. Elle gouverne tout ça. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes blessé émotionnellement, ça peut vous donner des maladies physiques. Ça peut également vous amener à avoir des relations pas très intéressantes avec votre Dieu, par exemple. Parce que quand on est blessé, souvent quand on se met à genoux même pour prier, on n'a pas la force. On passe tout le temps à pleurer, par exemple. Et comme je le disais, quand on est blessé, cela se voit tout de suite dans les relations avec les autres. Vous voyez, il ne faut pas toujours en vouloir aux gens qui sont gratuitement méchants, hein, aux gens qui ont le verbe acerbe. Ah ça, pour avoir Alors, des personnes gratuitement méchantes, on en rencontre tous les jours. Je suis sûre que vous serez d'accord avec nous, dans notre entourage, dans la famille, même où on habite, le voisin du quartier. Il y a toujours quelqu'un, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas chez cette personne? En entreprise, alors là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. En entreprise, chacun très mal. Ça veut dire donc qu'on peut faire une classification de ces douleurs émotionnelles. Vous pouvez nous aider à faire les grandes familles de ces douleurs émotionnelles-là? Oui, on peut. Il existe plusieurs dizaines de blessures émotionnelles, mais on peut les classer en 5 grandes familles. Il y a la famille, par exemple, des abandons. Les abandons. En enfance, on peut avoir été abandonné par un père, par une mère. On peut avoir le sentiment d'être abandonné alors qu'on n'est pas abandonné. Par exemple, ça peut être un enfant qui n'est jamais cherché à l'école par ses parents. C'est un exemple parce que ses parents sont trop occupés au travail. Donc l'enfant peut ressentir cela comme un abandon. À moi, mes parents ne viennent jamais me chercher alors qu'ils viennent chercher, alors que les autres parents viennent chercher leurs enfants. Maman m'a abandonné, papa m'a abandonné. Lui, étant enfant, il n'a pas toujours le jugement mature pour voir les raisons pour lesquelles papa ou maman n'a pas le temps. Le jugement mature. C'est un enfant. C'est un enfant, voilà. Donc lui, sa perception, c'est que papa ou maman m'a abandonné. Et c'est ce qui compte. Parce que c'est ce qui va faire sa blessure. Ce n'est pas notre blessure, c'est sa blessure. Donc on a les abandons. Comme je le dis, avérés ou pas, c'est juste des sentiments qu'on peut avoir. Donc le plus important, c'est que ça crée l'entaille. On a également le rejet. Rejet, on peut avoir le sentiment d'être rejeté d'un milieu, rejeté par sa belle famille, rejeté par ses frères. Ah ça, rejeté par ses collègues de travail. vous parliez de couple tout à l'heure. Voilà. On peut avoir le sentiment d'être rejeté, comme on peut être rejeté effectivement. Et dans tous les deux cas, c'est que ça crée des blessures qui ont des conséquences sur notre vie. Pour revenir aux enfants, même les préadolescents, il y en a plein qui se sentent rejetés dans les écoles et maltraités par leurs amis. Et souvent, ça c'est ce qui se passe à l'école, mais il y a des choses qui se passent dans nos maisons dont on ne se rend pas compte. C'est-à-dire que, par exemple, un enfant peut se sentir rejeté parce que ses parents ne prennent pas la peine, par exemple, de lui expliquer, par exemple, son rôle d'aîné. On est plus exigeant avec un aîné qu'avec, par exemple, ses cadets. Et donc, il y a des choses qu'on peut ne pas lui permettre. Et à lui, comme on ne permet pas ça, il s'est dit, mais on m'a rejeté. Revenons encore à ces bouts de phrases-là. Il n'a pas le jugement mature. Le jugement, il rentre à maturité autour de 25 ans. Donc, quand quelqu'un n'a pas 25 ans, ce n'est pas toujours évident. On n'arrive pas, malheureusement, en tant que parent, à faire la distinction entre l'intelligence scolaire, l'intelligence de vie, et puis le jugement, le sens du jugement. C'est trois choses vraiment différentes. Différentes, absolument. Donc, le sens du jugement n'est pas toujours mature chez un adolescent, un préadolescent, un enfant, et même un grand adolescent. La maturité arrive autour des 25 ans. Ça, il faut le savoir. Et donc, quand on sait ça, on pose des actes qui sont toujours expliqués. Il faut être, bon, on va arriver aux solutions. Il faut toujours, en tant que parent, expliquer les choses avant de poser des actes et non pas avoir à se justifier. Parce que quand on arrive à la justification, l'entaille est déjà faite. Très bien. Voilà. Ensuite, on a quelle autre Après donc l'abandon, après le rejet, on a la grande famille des humiliations. Et là, si vous voulez, c'est un panier à crabe, hein, où on peut trouver de tout. Toute forme d'humiliation. On m'a parlé mal en public, on m'a manqué de respect, on ne m'a pas considéré. Tout ça, ce sont des humiliations qu'on ressent. Et ça se passe dans les relations qu'on a avec les autres, partout où on évolue. Donc, ces humiliations-là rentrent dans la grande famille également des blessures émotionnelles. Après les humiliations, on a le sentiment, par exemple, de trahison. Trahi, on se sent trahi par un partenaire, une partenaire, on se sent trahi par un parent. Par exemple, on peut ressentir la trahison, on peut sentir qu'on a été trahi par un père qui est parti trop tôt. Oui. Je ne m'attends pas à ce que mon papa parte. Au moment où j'ai le plus besoin de lui, il part. Donc, j'ai le sentiment d'avoir été trahi. Ce n'est pas la même chose qu'un partenaire qui prend ses bagages et qui prend la peau d'escampette. J'ai soupiré parce qu'on a tellement d'histoires aussi en entreprise concernant la trahison. On peut être avec des collègues avec qui on partage certaines choses et un bon matin, vous vous rendez compte que votre vie est allée sur la place publique. Oui. Donc, ce genre de trahison aussi existe.
Absolument, ça existe. Je l'ai dit, les blessures émotionnelles existent dans tous les milieux qu'on fréquente de façon assidue. Et les milieux les plus en vue, ce sont les milieux professionnels, parce que c'est là qu'on passe le maximum de notre temps. On passe plus de temps finalement au travail qu'à la maison. Voilà. Donc, vous êtes avec des collègues, vous les prenez pour pratiquement des frères, parce que vous passez beaucoup de temps ensemble. Vous leur confiez des pans, par exemple, de votre vie privée. Et puis le lendemain, vous voyez que c'est au bout des lèvres de tout le monde. Et ces collègues, pardon de le dire crûment comme ça, ces collègues pratiquement hypocrites qui font comme s'ils sont vos amis, mais qui ne le sont pas, et qui sont pratiquement amis à tout le monde. On ne peut pas être ami à tout le monde aussi. Ça, docteur, dites-nous, on peut pas, ça c'est une parenthèse, on ne peut pas être ami à tout le monde. Absolument pas. C'est pas possible. Absolument pas. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dites-nous tout. Il faut savoir que l'hypocrisie fait partie de la nature humaine. Donc, considérer être particulièrement touché par l'hypocrisie des gens, c'est comme méconnaître la nature humaine. Vous savez, un médecin, il peut vous regarder, il pose le pronostic de votre mort dans quelque temps, parce qu'il sait qu'il y a des signaux rouges qui indiquent que la chose fatale qu'on attend va arriver. Mais il vous regarde et puis il vous dit tout va aller. Ça va bien, tout va bien. Courage. Voilà. De toutes les façons, vous n'êtes pas prêt à accepter cette ça fait partie réalité. de l'hypocrisie. Oui. Hypocrisie, c'est... Bon, j'ai envie de dire ça, c'est une bonne hypocrisie. Oui, mais dans tous les cas, dans l'absolu, ça fait partie des formes d'hypocrisie. Effectivement. Donc, l'hypocrisie fait partie de la nature humaine. Quand on sait ça, on se lève au-dessus. Et on prend ses dispositions. Et la disposition, c'est que, moi je retiens le conseil qu'un psychologue très très grand, connu juste de la sphère des gourous, m'a dit. C'est le psychologue qui s'appelle Travis Ernest, vous le connaissez, c'est mon père. Il est venu avec son histoire de gourou. Non, voilà. Je ne le connais pas particulièrement, mais j'en ai entendu parler. Oui, et il me disait, si tu as un secret, tu le confies à une seule personne, ce n'est plus un secret. Une seule personne, ce n'est plus un secret. Donc quand on sait ça, quand on est en train de parler avec ses collègues, ses amis, même ses sœurs, ses frères, quand on sait ça... Quand on a confié ça à une seule personne... Ce n'est plus un secret. Anibi. Ça devient un secret de polichinelle. Ah, ce que je te dis là, il ne faut pas le répéter à quelqu'un. Ah non, c'est que c'est déjà parti. Ah non, c'est que je vais te dire, la personne d'autre n'est au courant, c'est parce que j'ai confiance en toi. Et puis de confiance en toi... Non, si c'est parce que j'ai confiance en toi. Et sinon, lui, il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un. C'est parce que j'ai confiance en toi. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti. Et tout le monde sait tout à propos de votre histoire, sauf vous. Parce que personne n'aura jamais le courage de venir vers vous pour le dire. Il faut savoir que ce sont des choses qui existent. Et quand ça existe, on n'a pas la langue pendante. On apprend à ranger sa langue dans sa bouche. C'est ça. Donc, on a rejet. Abandon, rejet, humiliation, trahison. Et la dernière grande famille, c'est la famille des injustices. Le sentiment d'être injuste, de mériter quelque chose qu'on n'a pas, d'être traité différemment des autres. On a ça. Et ça, c'est les plus grandes trahisons et les plus grandes blessures liées à l'injustice, c'est surtout dans le monde professionnel qu'on ressent cela. On vous bombarde un stagiaire que vous avez formé, on le bombarde votre chef. Ça frustre. Vous avez le sentiment de mériter plus que lui. Souvent, je l'ai dit, ça peut être une blessure effective. Et surtout quand ce stagiaire devenu votre chef vous humilie volontairement. Ça arrive, hein? 2 blessures. Ah, ça. 2 blessures. Et puis, 3 blessures, on aura le sentiment d'avoir été trahi quelque part par des gens. Et puis, finalement, on va développer toutes les formes de blessures émotionnelles. Donc, la dernière grande famille, c'est la famille des injustices. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces blessures émotionnelles ont en commun leurs effets négatifs. C'est forcément négatif parce qu'en premier, ça nous détruit nous-mêmes d'abord. Ça nous détruit. Pourquoi ça nous détruit? Parce que ça, j'aime bien le dire et je le dis toujours. On parle toujours de ce qu'on voit. Mais ce qu'on ne voit pas, on n'en parle pas et on ne fait pas de lien entre l'invisible et le visible. On ne voit pas que c'est l'invisible qui gouverne le visible. C'est l'immatériel qui gouverne le matériel. Ça fait que ce qui se déroule à l'intérieur de nous, c'est ce qui nous fait vivre ce qu'on voit à l'extérieur de nous. Pour être plus simple, quand vous avez été blessé, la blessure émotionnelle, que ce soit l'abandon, le rejet, les humiliations, la trahison ou l'injustice, toutes ces blessures-là, elles vont provoquer en vous des jeux d'hormones. Parce que quand vous êtes... Oui, quand vous avez le sentiment d'avoir été abandonné, d'avoir été humilié, vous développez tout de suite de la colère, par exemple. La colère, elle va vous mener à sécréter beaucoup d'adrénaline. L'adrénaline va jouer un rôle. Et ce rôle-là, vous ne pouvez pas avoir de contrôle là-dessus. L'adrénaline, il fait circuler le sang plus vite, donc le cœur bat plus vite pendant qu'on est en colère. C'est ça. Et donc, quand on est en colère, que le cœur bat trop vite, ben, on peut développer une hypertension artérielle, on peut développer un infarctus, on peut développer beaucoup d'autres pathologies cardiaques, comme la tachycardie, enfin, toutes ces maladies-là, on peut les développer.
On peut développer même d'autres problèmes liés au fonctionnement de notre système digestif. On peut développer des ulcères d'estomac liés justement à la sécrétion de d'autres hormones, d'autres acides qu'on a dans le système digestif. Est-ce que finalement, vivre seul, c'est pas mieux? Ce n'est pas mieux. Ce qui est mieux, c'est de soigner ses